Il n'était bruit, ce printemps-là, dans tout Paris que de la guerre que nous allions avoir avec les Hollandais. Toute la jeune noblesse en piaffait d'impatience. Je me réjouissais fort de cette guerre pour l'amour de mon frère, car je pensais qu'il pourrait y gagner quelque illustration. Il n'y a point d'autre fortune à faire pour un gentilhomme qui n'a que son épée, et on disait qu'on ferait de grandes conquêtes dans cette campagne. Le 25 avril de l'année 1672, M. de Louvois vint me porter l'ordre de me mettre en route sur le champ avec le petit Louis-Auguste pour me rendre au Génitois, près de Lagny, où le roi devait passer 3 jours plus tard en quittant Saint-Germain pour se rendre aux armées. Je m'installai donc dans le petit château qui possédait un sieur Sanguin, maître d'hôtel ordinaire du roi. Le 27 de grand matin, une calèche à 6 chevaux dont les rideaux étaient tirés s'arrêta devant la maison. Madame de Montespan descendit, à laquelle le roi donnait la main. Ils me parurent plus unis que jamais. Le roi passa toute la journée au Génitois et décida que Madame de Montespan y demeurerait avec moi 2 ou 3 mois pour faire ses couches. Lorsqu'il partait ainsi aux armées, le roi avait coutume, s'il n'emmenait les dames avec lui, de mettre ordre à son sérail avant que de le quitter. Cette fois, il assignait Saint-Germain pour résidence à la reine, mettait mademoiselle de la Vallière en pension chez les Carmélites de Chaillot et enfermait Madame de Montespan au Génitois sous ma garde. Cette ultime escapade amoureuse avant l'affrontement des 2 armées donnait cependant au roi occasion de voir son fils pour la première fois et il s'en montra satisfait. Il trouva l'enfant beau, il l'était en effet. Il ne porta pas attention à la faiblesse de ses jambes que la robe dissimulait. Le petit avait d'ailleurs encore assez l'air d'un gros poupard pour que, sans y faire réflexion, on le crût plus jeune qu'il n'était et qu'on ne prit garde à rien. Je l'avais toujours à mon cou sur les genoux et il se joua fort civilement avec le plus grand monarque d'Europe sans en paraître intimidé. Je passai la journée très agréablement entre ce prince et sa maîtresse. J'étrenais pour la circonstance une robe brodée d'or que je devais à la générosité de la marquise. Il me parut que cette nouveauté ne déplaisait pas au roi. Il est vrai que les grossesses ne mettaient point la favorite à son avantage. Au demeurant, même quand elle n'était pas enceinte, elle se laissait prodigieusement engraisser. Le visage restait beau, sans doute, mais la taille commençait à se gâter. Je surpris ce jour-là, dans les yeux du roi, de certains regards fort transparents pour une coquette avertie. Je m'en amusai, mais ne fis rien pour provoquer un émoi dont je n'eusse pas eu l'emploi. Dans les 3 mois que nous passâmes ensemble à Lagny, je nouai avec la marquise des liens plus étroits que par le passé. Nous vécûmes véritablement comme 2 sœurs, ou plutôt comme 2 cousines, l'une riche et brillante, l'autre pauvre et obscure. Écouter parler Madame de Montespan était un enchantement de tous les instants. Elle rendait agréables les matières les plus sérieuses et ennoblissait les plus communes. Elle avait beaucoup lu et savait presque autant de grec et de latin que sa sœur, l'abbesse de Fontevraud. Elle jugeait bien les ouvrages de lettres et pensionnait de nombreux poètes. Avec cela, personne comme elle pour donner leur ridicule aux autres et plonger une société dans la gaieté. Quand elle était en train, elle savait trouver pour peindre les ministres, les princes et les valets des traits si satiriques et des comparaisons si divertissantes que ceux qui passaient sous les fenêtres de sa chambre, quand elle y était avec le roi, disaient que c'était passer par les armes. Je ne suis guère capable moi-même de contrefaire qui que ce soit, ni même de saisir aussi promptement les particularités d'une tournure, d'un ajustement ou d'une manière de dire les phrases. L'habileté de la marquise à observer et redonner le tout avec vérité entre 2 grimaces de pantomime me faisait mourir de rire. Pourtant, je m'aperçus bientôt qu'elle ne démêlait pas si bien que moi l'intérieur des âmes. Je sentais sur les gens des choses confuses que je ne parvenais pas toujours à exprimer, mais qui ne m'étaient infailliblement à même d'agir sur eux. Quand naturellement renfermée en moi-même, je pénétrais bien le dedans des autres, étant elle-même tout extérieure, elle n'en voyait que le dehors. Nos 2 natures différaient encore en ceci que j'aimais à être aimée, ce qui retenait mon jugement sur les personnes. Quand la marquise se croyait bien au-dessus de cela et ne gardait aucune sorte de mesure. Elle n'épargnait personne, pas même le roi, et quelquefois en sa présence. « Voulez-vous que je vous dise, madame ?» me dit-elle une après-dîner que nous étions assis sur de grands carreaux au bord d'un bassin avec le petit Louis-Auguste entre nous. « Le roi est incapable de délicatesse. Comment trouvez-vous l'idée de me faire partager l'appartement de la duchesse de la Vallière? Je lui en ai fait le reproche l'autre jour. Je ne sais, me dit-il tout honteux, cela s'est fait insensiblement. Insensiblement pour vous, lui ai-je reparti.
mais fort sensiblement pour moi. Le vrai est qu'il n'est même pas amoureux de moi, mais qu'il se croit redevable au public d'être aimé de la femme la plus belle et la mieux née de son royaume. Il est vrai qu'à ces conditions-là, je ne puis plus craindre la rivalité que d'une ou deux princesses. Le reste n'existe pas. Disant cela, elle jouait avec une toupie rouge que l'enfant avait laissée s'échapper. Elle la faisait tourner sur la margelle blanche du bassin, si vite que ce ne fut bientôt plus qu'une tache sanglante sur la pierre lisse. Tout à coup, je me sentis transportée, comme par magie, plus de 15 années en arrière. Je revis la nappe de la rue Neuve-Saint-Louis et la tache de vin rouge qui s'y étalait largement le jour qu'on m'avait appris l'irrémédiable vérité sur les amours du maréchal d'Albret. Comme alors, mon cœur me sembla éclater sous un coup de poignard, et sans même que j'en connusse la cause, je me trouvai envahie jusqu'à la gorge d'une tristesse mortelle. « Pourquoi faites-vous cette lippe ?» me demanda madame de Montespan, qui remarquait tout sur un visage. « Quittez donc cette terre qui vous défigure, et une narine pincée de surcroît. » Elle tâchait à m'imiter. « Vous êtes ridicule, ma parole, quand vous faites cette figure. Qu'avez-vous ?»« Rien, madame, je suis un peu lasse, voilà tout. » « Oh, ce n'est pas cela du tout. Je sais ce que c'est, moi. Vous êtes dévote. Vous voulez bien élever mes enfants, mais vous ne voulez pas entrer dans la confidence de mes amours. Vous ne voulez pas vous faire la complice d'un commerce contre lequel les prédicateurs de Paris donnent en chair. Fort bien. Prenez leur parti, mais hâtez-vous. Le roi les chassera tous. Il chassera mes ennemis. Il répudiera la reine. Il m'aimera jusque-là, m'entendez-vous? Et je me moque bien de ce qu'en pensent les dévotes du royaume. Retirez vite votre sale figure de dessous mes yeux, elle m'ennuie. Je pris permission de l'apostrophe pour m'échapper, ramassant au passage le petit Louis-Auguste, qui, tandis que nous causions avec véhémence, s'était traîné jusqu'au bassin et était au bord d'y tomber. En courant vers la maison, les larmes m'aveuglaient, et l'enfant, tout étonné, mettait sa tête dans mon cou, comme pour tâcher à consoler un chagrin auquel il n'entendait rien. Par bonheur, sa mère n'y avait rien compris non plus. Sa science se bornait au visage, elle ne savait rien des cœurs. Elle évita pourtant, dans la suite de notre séjour à Lagny, de me parler davantage de son commerce avec le roi, mais elle se divertit fort bien et ne m'amusa pas mal en me dépeignant les démêlés des ministres. La famille des Letellier et celle des Colbert s'aiment aussi tendrement que les Horace et les Curiace. Monsieur de Louvois et monsieur Colbert tiennent maintenant tous les emplois du ministère, par frères, fils, gendre ou cousins interposés, et c'est entre ces deux tribus une aigreur de tous les instants et des haines de sauvages. Plus de tiers-parti, point d'alliance possible, et pas d'autre issue enfin qu'une extermination sans merci d'un des clans par l'autre. Quant à savoir qui l'emportera dans cet homérique combat des commis, ne peuvent en douter aujourd'hui que ceux qui ne veulent rien voir. Monsieur Colbert est perdu. Je crois que, comme moi, vous ne pleurerez point le Grand Nord. Elle appelait ainsi M. Colbert à cause de sa froideur. M. de Louvois vous rend-il bien tous les offices que vous souhaitez? Sert-il bien monsieur votre frère? Oui, je n'ai qu'à me louer de lui. Il fait des merveilles en toute occasion et je lui suis fort obligée. Couchée en travers de son lit, car elle était fatiguée du poids de l'enfant qu'elle portait, elle lisait, écrivait ou causait des journées entières avec moi, tantôt m'ensevelissant sous les fleurs et les propos sucrés, tantôt me lardant de petites piques aiguës et méchantes. Au vrai, c'était une âme bien agitée, une niquée fort incertaine de ses lendemains. La chute des autres lui fournissait son sujet de réflexion favori. Quand elle ne raisonnait pas sur la fin prévisible de M. Colbert, elle méditait sur la décadence de M. de Lauzun, ou sur celle de Mlle de Mancini, qui, devenue connétable Colonna, donnait à ce moment-là matière à conversation à toutes les ruelles.